Cédric, bonjour. Salut Bassel, ravi d'être avec toi. Avant de commencer, j'aime bien toujours poser la question un peu de connaître un peu qui est Cédric O'Neill et comment t'es venu à ce que tu fais aujourd'hui. C'est toujours intéressant de voir un peu le parcours. Donc un peu, est-ce que tu peux te présenter un peu enfin un peu ton parcours et d'où tu viens, puis après on reviendra à ce que tu fais maintenant et comment tu y es arrivé. Oui, avec plaisir. Donc Cédric O'Neill, enchanté. Moi, je suis originaire du sud de la France parce que je suis né à Narbonne, c'est à 1 heure de Montpellier. Et j'ai fait mes études à Montpellier. Donc j'ai 34 ans, 2 enfants, et j'ai toujours été entrepreneur. Donc j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé par des études de pharmacie. Donc je suis pharmacien diplômé de formation. Oui, ça c'est marrant. Ouais. Puis tu vois, ensuite j'ai fait un master en économie et en finance, ce qui m'a poussé en début de carrière à partir aux États-Unis bosser dans une industrie pharmaceutique. Et j'ai pas forcément aimé l'expérience parce que c'était très spécialisé sur de l'immunologie. Mais j'ai vraiment, tu vois, j'étais en Californie à San Diego et j'ai vraiment adoré l'esprit très entrepreneurial des Américains. Ce qui fait que quand je suis revenu en France en 2012, j'ai commencé à être rédacteur pour un site éditorial de news startup qui s'appelle TechCrunch et qui existe toujours et qui est une des références Ouais, très connu. sur Ouais. sur La les startup. startups. Euh, et de fil en aiguille, tu vois, j'ai commencé à participer et à organiser des startup week-ends. Donc c'était aussi le début de ces événements très entrepreneuriaux. Et en 2012, donc fin 2012, je me dis bon, je suis pharmacien de formation. Si je veux être crédible et que je veux monter une société, il faut que ça soit dans la pharmacie de près ou de loin. Au même moment, Roselyne Bachelot parlait de libéraliser la vente de médicaments sur Internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de monter ma première start-up qui a été en France le pionnier de la vente en ligne de produits de santé et notamment de médicaments en ligne. Donc ça a été une super aventure en termes d'apprentissage. On est rapidement monté sur des gros niveaux de chiffre d'affaires parce qu'on a fait jusqu'à 15 millions de chiffre d'affaires, ce qui était considérable à l'époque sur un secteur très réglementé. J'ai eu 40 employés, on a levé à peu près 10 millions d'euros. Donc un parcours un peu accéléré alors que quand j'ai lancé ça, j'avais que 23 ans. Donc Et puis ça, précurseur, parce qu'à cette époque-là, on n'imagine pas, mais à cette époque-là, Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. ouais, non, C'est très sûr. précurseur. Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les levées de fonds n'avaient pas la même dimension et la même ampleur. Il y avait beaucoup moins de business angels qui investissaient dans des startups, donc c'était bien plus long à convaincre les personnes de t'accompagner et de te faire confiance. Euh, donc ça a été très formateur. En 2017, moi, j'arrête cette aventure parce qu'on décide de revendre la boîte. Concrètement, j'avais fait rentrer des investisseurs avec lesquels on n'était pas aligné forcément sur la stratégie. Donc l'idée a été plutôt de revendre et de passer à autre chose. Et, et donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier avec l'argent que j'avais récupéré de cette session. Et tu vois, dans l'immobilier, rapidement, je me suis retrouvé confronté aux banquiers qui me disaient, bah, Cédric, on peut pas t'accompagner sur tous tes projets parce que soit tu as trop d'encours chez nous, soit on t'a déjà accompagné sur une opération cette année et donc il nous faut le temps de voir comment ça va évoluer, soit tu es au maximum de ta capacité d'endettement. Et ça, quand tu es entrepreneur, c'est particulièrement frustrant parce que tu ne comprends pas pourquoi un projet à cash flow positif, donc c'est-à-dire qu'un projet qui tous les mois va te générer de l'argent, en plus du remboursement des échéances d'emprunt, n'est pas financé par la banque. Et Donc ils j'avais, regardent pas ça. Hein. Bon, je connais très bien le sujet, on le connaît aussi. Et ils regardent pas finalement hein, quand ils font un crédit, hein, les banques. ouais. Et, et donc je suis allé, je me suis orienté vers des amis et de la famille en leur disant, bah, j'arrive à trouver des opportunités intéressantes à l'acquisition. Est-ce que ça vous dit d'investir? Donc on a créé une petite poche d'investissement qui nous a permis d'acheter 3 immeubles du côté de Tarbes. Et au bout de ces 3 immeubles, bah, de nouveau, on était confronté au même retour des banques. Euh, donc j'avais toujours dans un coin de ma tête cette petite musique qui me disait ah, bah, c'est vraiment frustrant d'être limité par les banquiers qui veulent pas t'accompagner sur des deals. Et quand est arrivé le Covid, euh, les gens se sont intéressés aux finances personnelles parce que les gens avaient du temps.
à côté, vu qu'il y avait moins de sorties de prévues. Et tu as des applications qui te facilitent l'investissement en bourse ou en crypto-monnaie à partir de 10 euros qui ont explosé. Et là, ça m'a paru une aberration de voir que c'était très facile d'investir euh, dans des produits avec de la volatilité assez risquée, mais par contre qu'investir dans l'immobilier restait le parcours du combattant. Et donc, ma réflexion a été de me dire comment je fais en sorte de démocratiser cet investissement immobilier pour tous de manière très simple en quelques clics de souris, dans la mesure en plus où avec les changements notamment concernant les habitudes et les façons de travailler, t'as de nombreux freelances auto-entrepreneurs qui sont un peu jugés instables par les banques, qui peuvent pas emprunter. Et Ouais, il faut trois bilans, quoi. En gros, faut c'est 3 toujours bilans, pareil. donc c'est assez long. Et c'est des personnes qui pourtant gagnent bien leur vie, qui ont un reste à vivre qui est assez confortable. Et donc j'en suis arrivé à cette idée d'immobilier fractionné dont on va pouvoir parler, qui a également été accélérée par cette innovation liée à la blockchain, où finalement la blockchain a accéléré un changement de paradigme qui est assez philosophique. Jusqu'à maintenant, on était dans une dynamique où pour être propriétaire, il fallait avoir un titre de propriété. Donc il fallait que tu aies un papier sonnant et trébuchant qui fait clairement apparaître ton nom sur ce document notarié. Et la blockchain est arrivée avec un système de tokens, donc de jetons, où tu n'es pas forcément propriétaire en soi, mais tu as un token qui te donne droit à toute la jouissance et aux bénéfices du sous-jacent qui est derrière ce token. Et c'est ce qu'on a appliqué sur l'immobilier au travers de nos contrats. Le fait de dire, ce qui est particulièrement limitant aujourd'hui dans l'immobilier, c'est la liquidité. Hein. L'immobilier, c'est souvent, comme son nom l'indique, immobile. Donc comment aussi on va recréer de la liquidité sur un marché qui ne l'était pas, en permettant à n'importe qui d'échanger 10 000 fois dans la journée un jeton d'une propriété sans avoir à repasser devant notaire. Et c'est ce qui est permis aussi au travers de notre plateforme. Alors, tu vas nous expliquer ça plus en détail, mais donc, en fait, c'est pas vraiment des tokens, hein, si j'ai bien compris. Enfin, pas encore en tout cas. Mais ça y ressemble fortement, c'est-à-dire qu'on a des morceaux ou des briques d'un investissement immobilier bien précis. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne, ça, l'investissement fractionné, hein, comment vous l'avez mis en place et voilà comment ça marche en fait. Ouais, alors Brix.co, donc c'est une plateforme d'immobilier fractionné, c'est-à-dire que on sélectionne des immeubles de rapport, donc des immeubles intégralement loués qu'on va diviser en parts de 10 euros, qu'on appelle des briques, et on va permettre à n'importe qui d'acheter une ou plusieurs parts en fonction du nombre de parts que l'investisseur détient dans un immeuble. Tous les mois, il va récupérer une fraction des loyers. Et le jour où on revend l'immeuble, il va récupérer également une partie de la plus-value liée à la revente plus chère de l'immeuble qui aura été générée. Et, et donc c'est ces fractions d'immeubles qui correspondent à des briques, qui ne sont effectivement pas des tokens parce que c'est pas des tokens sur une blockchain, mais qui ont après le même fonctionnement, euh, qui correspondent à une fraction de contrat de redevance. Donc en fait, la personne qui investit chez nous n'est ni propriétaire de l'immeuble, ni propriétaire d'une action d'une société qui détiendrait l'immeuble. Elle est propriétaire d'une fraction de contrat de redevance, euh, qu'on appelle également contrat de revenu futur. C'est-à-dire que ce contrat-là est entre l'investisseur et la société qui achète le bien immobilier, et la société qui porte le bien immobilier s'engage à rétrocéder 100% des loyers qui sont perçus, ainsi que 100% de la valeur qui va être générée à la revente. Donc tu as une fraction de contrat. Et Donc en fait, on signe un contrat où on va faire simple, hein, donc voilà, moi je décide, je suis allé sur la plateforme, hein, j'ai pas encore fait les KYC, donc ça m'intéresse toujours de tester avant, mais là j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y pencher, parce que j'ai déjà testé pas mal d'autres services du même style, hein, pas forcément comme Brix, mais qui s'en rapprochent, enfin qui essaient de démocratiser l'immobilier.
Et, ce que je voulais te dire, oui, on va prendre un exemple simple. Donc, par exemple, si je mets, allez, on va dire que je mets 1000 euros. Je suis allé voir sur le site où vous annoncez un maximum de rentabilité. Je crois que c'est 10, ou une moyenne de rentabilité à 10 ou 10 et quelques pourcents. J'imagine que c'est un objectif. C'est pas forcément 10%, ni garanti. Mais du coup, si je mets 1000 euros, je signe un contrat avec vous, et vous, c'est une promesse de dire je vais reverser une partie de ce que je vais gagner en loyer et plus tard en plus-value sur ces 1000 euros. Donc en proportion du bien immobilier, j'imagine. Donc en fait, si je mets 1000 euros, je peux m'attendre à avoir entre 0 et 10% de rendement, c'est ça, sur ces 1000 euros, qui sont en fait une partie des loyers, enfin une partie du rendement que vous touchez grâce au loyer, c'est ça? Ouais, bah déjà, si tu vas sur notre plateforme, tu as accès à un tableau de rentabilité qui montre que sur les 18 derniers mois, la rentabilité moyenne de nos immeubles est de 11%. Cette rentabilité, elle est découpée en deux flux différents. Tu as une première partie qui correspond aux loyers qui te sont reversés de manière mensuelle. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, les revenus reversés. C'est en langage financier, c'est ton rendement. Le rendement, c'est différent de la rentabilité. Le rendement, c'est vraiment le cash que tu touches tout de suite. Sur ce que tu as investi, quoi. Sur ce que tu as investi. Donc en moyenne, on est à 4,5 de rendement à l'année. 4,5%. Ça, c'est sur le courant, c'est-à-dire ça, c'est un peu le minimum qu'on touche sur les loyers, en fait, sur le revenu. Ça, c'est les loyers. Voilà, ça, c'est les loyers que tu vas toucher. Donc si tu mets 1000 euros, tu vas avoir 4,5% de rendement, donc de manière qui sont mensualisés. Donc tous les mois, tu vas toucher des loyers qui, à la fin de l'année, équivalent à 4,5%. Donc là, sur 1000 euros, on parle de 45 euros. Et à côté de ça, ton immobilier prend de la valeur. En tout cas, ta brique prend de la valeur. Et donc, la prise de valeur de la brique à l'année est en moyenne de 7%. Donc, si je prends le comparable avec si je fais la comparaison avec une action cotée en bourse, l'action en bourse te verse un dividende à la fin de l'année. Donc ça, elle a fait des bénéfices et elle va te rétrocéder une partie des bénéfices, mais l'action prend également de la valeur ou peut perdre de la valeur en bourse. Donc quand tu achètes une action d'une société comme Google, Amazon, Tesla, tu peux gagner de l'argent de deux façons différentes, parce qu'elle te reverse des dividendes et parce que potentiellement elle va prendre de la valeur dans le temps. Il y a quelque chose de très volatile en bourse, ça peut prendre très vite de la valeur, ça peut en perdre très vite également. Quand sur de l'immobilier, on est plutôt sur de la prise de valeur constante. Là, sur les 60 immeubles qu'on a achetés, il y en a pour le moment aucun qui a perdu de la valeur quand on les refait expertiser. Et ils vont prendre de la valeur d'autant plus rapidement parce que, en fait, nos immeubles n'ont pas pris forcément 7% de prise de valeur d'une année sur l'autre. Certains ont pris que moins, mais ta brique prend quand même de la valeur parce qu'on a mis un effet de levier sur l'immeuble. C'est-à-dire que quand on a acheté l'immeuble, imaginons un immeuble qui valait 1 million d'euros, on est allé collecter 500 000 euros auprès de la banque et on a collecté 500 000 euros auprès des particuliers. Ce qui fait que ta brique, elle est sur la base des 500 000 euros de fonds propres qui ont été qui ont été collectés initialement pour acheter l'immeuble. Et donc, si l'immeuble qui valait 1 million d'euros ne prend que 3% de valeur à l'année, ben en fait, sur la base de 50% de financement sur fonds propres, en fait, ces 3% représentent 6% d'augmentation de la valeur de ta brique. Je ne sais pas si tu me suis. Comme il y a un effet de levier x2... En plus, c'est vous qui faites le crédit. De toute façon, le client, lui, il n'a pas de lien avec le crédit lui-même, parce que c'est votre société qui fait le crédit. Et du coup, lui, il n'a pas alors lui, il n'a pas l'effet de levier. Lui, il a la promesse de rendement sur l'effet de levier que vous faites. Exactement. Et donc, ce que tu me dis, c'est que c'est à peu près, donc c'est la moitié qui est financée par le crédit et la moitié parce que les gens ont placé chez Brix, quoi. Exactement. Et donc, je reprends mon exemple d'immeuble à 1 million d'euros. Ben, si l'immeuble prend 3% de valeur à l'année, ce qui dans certaines zones est même faible, ben, finalement, 3% d'1 million d'euros, ça fait 30 000 euros de prise de valeur. Si on décidait de revendre cet immeuble,
ces 30 000 euros seraient reversés au prorata de ce que les investisseurs ont mis. Donc au prorata des 500 000 euros, 30 000 euros, ça représente déjà 6% de prise de valeur par rapport à 500 000 euros investis initialement. Mais sur vous déduisez quand même ce qui reste à rembourser du crédit, j'imagine. Si le crédit n'est pas terminé au moment de... Ah non, parce que vous gardez le crédit, il peut revendre à tout moment, c'est ça le client. Ou c'est au moment de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, parce que vous faites une estimation de valeur constamment. Okay. Ça s'appelle des valeurs liquidatives. C'est que tous les 12 mois, on va refaire une estimation de valeur qui va nous permettre de déterminer quel est le cash qu'on pourrait reverser à un porteur de briques, là, si on devait revendre à l'instant T l'immeuble. Et donc ça nous permet d'avoir une augmentation du prix de la brique tous les mois sur la base de ces estimatifs qui sont réalisés par des experts indépendants. Donc tu rends liquide le bien immobilier sans le vendre, mais tu le rends liquide à tes clients, quoi. Exactement, je le rends liquide sans le vendre, et parce qu'il y a ces expertises régulières, ça nous permet de réévaluer constamment le prix de la brique. Et la personne qui détient une brique, comme on a également un marché secondaire qui lui permet de mettre à la vente sa brique, n'a pas besoin d'attendre la fin du contrat avec nous, ou n'a pas besoin d'attendre la revente de l'immeuble pour pouvoir récupérer sa liquidité. Elle peut dire, ma brique qui initialement valait 10 euros au début et qui maintenant en vaut 10,50 euros, je vais aller la revendre sur le marché secondaire. Oui, alors ça c'est assez unique, c'est assez rare pour être noté, c'est que on peut revendre ces briques, mais c'est sur votre marché interne, donc ce que tu appelles le marché secondaire, donc à d'autres clients qui soit ont déjà des briques, soit veulent en acheter, qui n'ont pas forcément un bien en cours, et qui veulent en acheter ou augmenter ou racheter des biens. Donc en fait, oui d'accord, donc vous gardez quand même en interne, mais ça peut être vendu à n'importe quel moment, du moment qu'on trouve un acheteur de la plateforme. Ouais. Et au niveau de la... Donc ça, j'ai bien compris sur la plus-value. Et au niveau de la rentabilité, alors comment vous faites parce que voilà, quand on achète un bien immobilier, tu le sais très bien, on en parlera peut-être après, mais on a des frais, on a des travaux, on a de la gestion à faire. Enfin, j'imagine que vous gérez les biens. Donc tout ça a un coût, éventuellement des travaux, des imprévus, etc. Donc quand vous... Comme la personne qui investit, elle investit avec une partie de rentabilité qu'elle attend d'avoir. Comment vous faites, vous, pour savoir finalement quelle partie vous allez reverser finalement au client? Parce que j'imagine que vous déduisez des frais ou des travaux. Oui, exactement. Alors nous, initialement, on a un budget prévisionnel qui nous permet d'annoncer des rentabilités et des revenus reversés sur la base de 0% de vacances locatives au niveau des immeubles. Donc, c'est-à-dire que c'est sur la base d'un taux d'occupation complètement plein de l'immeuble. Vous mettez 100% dans le prévisionnel de taux d'occupation? Ouais, on met toujours 100%. Ouais. Ce qui forcément n'est pas le cas. Ce qui fait que là, aujourd'hui, par rapport en tout cas aux revenus qui sont annoncés, on est à 90% de l'objectif. Donc, on annonce en moyenne 5% de rendement, donc c'est-à-dire de loyer qu'on va être capable de reverser sur l'argent investi. Le risque est porté par les investisseurs, donc c'est-à-dire que si on n'est pas sur ces 5% là, c'est l'investisseur qui se retrouve avec une rémunération moindre. Donc vous finalement? Non. C'est qui que tu appelles l'investisseur? L'investisseur, c'est le particulier. D'accord. Donc, mais en fait, donc en fait, toi, tu fais un prévisionnel. Vous achetez un immeuble dans lequel vous savez que vous allez faire peut-être 10% de rentabilité, ou 15, ou j'en sais rien, ça dépend des immeubles, j'imagine. Et vous allez reverser une partie de ça finalement au client. Moi, j'achète un immeuble. Je sais que par exemple, je vais toucher 100 000 euros de loyer à l'année. Ouais. Sur la base d'un taux d'occupation 100%. À ces 100 000 euros, donc ça c'est mes loyers bruts, forcément j'ai des charges qui sont liées à la gestion de mon immeuble au quotidien. Donc je vais avoir peut-être que 80% de mes loyers bruts que je pourrais reverser. Donc j'aurai 80 000 euros de loyer net. Ça, c'est ce que j'annonce sur ma plateforme et c'est sur la base dès la vente, dès l'achat du bien, pardon, dès que vous présentez le projet. Voilà, dès qu'on présente le projet. Donc c'est sur la base de ces chiffres de rentabilité cible que les particuliers décident ou non d'investir dans tel ou tel projet.
Cependant, il y a toujours des impayés, il y a toujours de la vacance locative. Donc nous, on va essayer de minimiser le risque d'impayé avec des garanties de loyer impayé. On va essayer d'être très proactif sur la gestion locative, mais on n'arrive jamais à l'objectif, en tout cas à la rentabilité cible. Pas en début de période. Après, l'indexation des loyers dans le temps peut faire que tu y arrives progressivement parce que tes loyers augmentent, mais au début, tu y es pas. Donc là, nous, quand on regarde nos tableaux de gestion, on est à 90% sur les loyers reversés, on est à 90% des objectifs qu'on a initialement annoncés. Sur ce qui est de la prise de valeur de la brique, on surperforme. On a en moyenne annoncé 6% de prise de valeur de la brique. Là, on est à plus de 7%. Donc, je suis à 90% de mes objectifs sur les loyers reversés. Je suis à 120% de l'objectif, par contre, sur la prise de valeur de la brique. Ce qui fait que on est meilleur que ce qu'on avait annoncé sur la rentabilité totale au niveau de nos projets. Mais la majorité de la surperformance est liée à la prise de valeur de la brique, qui est plus importante que prévu. Donc quand vous donnez une rentabilité, je sais pas si une rentabilité que vous donnez moyenne, vous comptez aussi la prise de plus-value, enfin de valeur. Ouais, on compte les deux et on dissocie les deux chiffres. Il y a la rentabilité globale et les revenus reversés parce que certaines personnes vont être intéressées par un chiffre ou par l'autre. Et ce que moi en fait, l'intérêt de notre plateforme, c'est de dire que tu vas aussi pouvoir investir dans un immeuble à partir de 10 euros. Et donc, avec un très petit montant d'investissement, tu vas pouvoir diversifier et répartir ton risque. Donc, ce à quoi on encourage également, c'est à la diversification dans une dizaine d'immeubles. Si tu n'as que 1000 euros à investir, va mettre 100 euros sur 10 projets différents, parce que ça permet aussi d'être certain que ta rentabilité va être la plus proche possible de la rentabilité cible, parce que nous, on voit, des fois, on a des immeubles où on est à 80% de l'objectif et d'autres, on est à 120% de l'objectif. Et vous achetez un peu partout en France, c'est ça? On achète partout en France et même au Portugal. On a déjà acheté 5 immeubles au Portugal. Et pour l'instant, vous êtes sur du résidentiel, si j'ai bien compris. On a commencé par du résidentiel, ce qui fait qu'on a une quarantaine d'immeubles sur du résidentiel. Et là, de plus en plus, on est en train de migrer sur du commercial. Pourquoi le commercial? Parce que la rentabilité est meilleure et la visibilité dans le temps également. Tu vois, par exemple, quand on signe des murs de Noroto ou quand on signe avec Carrefour Market, on est sur des beaux fermes de 6 ans. Donc tu sais que pendant les 6 prochaines années, t'as pas de problématique de paiement. Oui, c'était justement une de mes questions, c'est que on compare souvent ce que vous faites au crowdfunding ou à la SCPI. Et c'est vrai que dans le cas de la SCPI, donc qui est un placement dans un fonds qui, lui, achète des biens immobiliers et les gère, tu vas nous expliquer aussi la différence, mais dans les CPI, un des intérêts, on va dire, c'est la diversification. Alors, en fonction des CPI, ils achètent soit diversification géographique, soit diversification de type de location, hein, bureau, commerce, etc. Et donc, c'était ma question, justement. Comment vous vous compariez à ça et comment vous faisiez pour permettre aussi cette diversification à vos clients, quoi. Ouais, il y a 3 différences majeures avec la SCPI. La première des différences, c'est le fonctionnement même de la SCPI. La SCPI, tu investis dans une société avec un gestionnaire qui va ensuite répartir cet argent et qui va aller le répartir sur pas mal d'immeubles. Donc quand tu investis dans une SCPI, c'est comme si tu investissais dans un panier d'actifs, donc dans un panier d'immeubles. Donc la diversification est faite de base et toi, tu n'as pas la possibilité de mettre en œuvre ta propre stratégie. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent mettre et répartir de l'argent rapidement, des sommes importantes. Par contre, tu perds cet attrait, cette dynamique intellectuelle parce que c'est pas toi qui vas choisir les projets dans lesquels tu veux investir. Nous, on n'est pas sur un panier, on est sur, tu as la possibilité de sélectionner projet par projet ceux qui t'intéressent le plus. Cependant, tu vois, on nous demande régulièrement sur notre plateforme, notamment ceux qui mettent des montants supérieurs à 10 000 euros, de pouvoir avoir aussi, dans un second temps, cette dynamique de fonds, où justement, ils pourraient très facilement nous confier de l'argent, par exemple 10 000 euros, et que ça soit nous qui allions le répartir dans les immeubles, parce que certaines personnes n'ont pas de temps à perdre et ne veulent pas consulter les différentes fiches immeubles pour savoir dans quel projet investir.
Ouais, Donc ils ça, vont vous dire, en gros, moi, je veux le diversifier sur du bureau et du résidentiel ou voilà. géographiquement. Et puis Et, vous, après, vous allez à nous de proposer nous en quelque chose. occuper. Donc Et ça, ça, c'est... vous l'avez déjà, ça, c'est ça? Non, ça, on l'a pas encore. Ouais, c'est un truc que vous prévoyez, Et d'accord. c'est un truc qu'on prévoit. Deuxième grosse différenciation, c'est la fiscalité. Une SCPI, c'est une société qui est une société civile. Et donc, ce qui fait qu'elle est transparente, translucide fiscalement. Ce qui fait que quand tu investis dans une SCPI, c'est comme si tu investissais à titre personnel dans de l'immobilier en direct. Et donc, c'est la fiscalité liée à l'immobilier et aux revenus immobiliers qui s'applique, notamment l'impôt sur les revenus. Quand tu as des revenus qui sont déjà confortables et que tu es sur une tranche marginale d'imposition supérieure à 40%, ou voire au-delà pour certaines personnes, la fiscalité liée à l'immobilier n'est pas du tout avantageuse. Parce que tu as quasiment la moitié de tes gains liés à l'immobilier qui va être taxé. Par contre, avant que tu la compares à la tienne, tu peux quand même emprunter, alors même si c'est pas évident, tu peux faire un emprunt pour acheter des CPI. Donc profiter un peu comme dans l'immobilier physique, de l'effet de levier du crédit quand tu achètes tes CPI. Mais je pense que c'est pas forcément simple d'obtenir le crédit auprès d'une banque. Mais Ça se fait, ça se fait, ouais. mais sur des montants qui sont moindres que si tu avais acheté ta résidence principale. Tu vois, la moyenne, l'encours moyen sur des crédits pour investir dans les CPI est de 75 000 euros. Donc on voit que c'est quand même bien moins important que le montant moyen de 200 000 euros qui est l'investissement dans une résidence principale en France. Oui. Oui, mais bon, ça permet quand même de Mais, profiter de l'effet de levier. Ouais. mais ça permet effectivement, comme le banquier le considère comme de l'immobilier, ça permet d'avoir de l'effet de levier et de pouvoir t'endetter pour investir dans une SCPI. La fiscalité liée au contrat de redevance qu'on a est la même fiscalité qu'une valeur mobilière, donc qu'un investissement, qu'une action. Exactement. Donc c'est-à-dire que ça va être soit l'IR si c'est intéressant pour toi, soit c'est la flat tax, mais en tout cas, au maxima, ça sera la flat tax à 30%. Donc tu n'auras jamais une fiscalité supérieure à 30%, ce qui va intéresser les personnes avec des gros revenus. Par contre, comme tu l'as justement dit, la banque ne te prêtera jamais d'argent pour pouvoir investir chez nous, tout comme elle ne te prêtera pas d'argent pour aller investir en bourse. Voilà. Ouais, à moins que tu n'en tisses quelque chose en face de la même valeur, mais sinon elle te prêtera pas d'argent. Et troisième différence, c'est notamment la liquidité potentielle. Comme quand tu investis dans une SCPI, tu investis dans une société, tu as des actions de cette société. Forcément, quand tu veux ressortir d'une SCPI, des fois ça peut être plus ou moins long en fonction de la demande des autres investisseurs pour te racheter ta part au tarif. Et de plus, tu as certains documents, notamment CERFA, des ordres de mouvement à renvoyer à l'administration fiscale. Tout ça est quand même bien plus simple de notre côté, avec une liquidité qui est facilitée et une gestion administrative qui est égale, qui est vraiment fluide. Et donc que ce soit les revenus des loyers, donc les revenus un peu courants, ou les revenus de plus-value, c'est toujours là finalement la même fiscalité, donc la flat tax ou l'IR en fonction des cas, quoi. Ouais, c'est toujours la même fiscalité. Ok. Et autre différence aussi, alors j'ai regardé un peu sur votre site, c'est que c'est vrai que si l'achat d'une brique, vous prenez... Alors il y a un moment vous preniez des frais, hein, c'est ça, mais maintenant vous ne prenez plus de frais à l'entrée, c'est ça? Je sais plus. Alors, on n'a jamais... En fait, on a été transparent pour expliquer comment Brix gagnait de l'argent, mais on ne prend pas de frais côté investisseur. En fait, on prend des frais sans prendre des frais. Donc, je vais m'expliquer. On a une agence immobilière. Donc, Brix a une filiale qui est agence immobilière et qui va présenter un immeuble sur notre plateforme. Et si l'immeuble se finance, notre agence immobilière va prendre 10% de commission, mais comme une agence immobilière classique. Okay. Et donc, mécaniquement, ça vient rehausser le prix de l'immeuble de 10%. Donc, c'est-à-dire que l'immeuble, plutôt que de l'acheter à 1 million, on va l'acheter à 1 100 000 euros et il va être présenté sur notre plateforme à 1 100 000 euros. Ce qui fait que toutes les rentabilités qui te sont annoncées sont sur la base d'un actif immobilier à 1 100 000 euros. Donc, tu vois, nos rentabilités sont complètement transparentes et sont nettes des frais
liées au travail de l'agence immobilière chez nous qui présente le bien immobilier. Mais l'investisseur qui met 1000 € sur notre plateforme, qui achète des briques, si demain il revend ses briques sur la base de la rentabilité qu'on lui a annoncée, il récupère ses 1000 €. Il n'y a pas de frais à l'entrée. Donc pour lui, il y a 0 frais à l'entrée. Ce qui est différent des SCPI, où les SCPI, on te dit que tu as entre 7 et 8% de frais à l'entrée. Et ce qui fait que quand tu mets 1000 € dans une SCPI, ils vont prendre 8% et il te reste que 920 € à investir sur tes 1000 €. Et donc toi, tu investis 920 € et non pas 1000 € que tu as mis parce qu'ils ont pris 8% de frais à l'entrée. Donc c'est en ça que il n'y a pas de frais à l'entrée chez Brix. Si tu mets 1000 €, tu peux les ressortir le lendemain et récupérer ton argent. Mais vous avez des frais de gestion qui sont peut-être un peu plus élevés que la SCPI, du coup, ça compense quelque part un petit peu, on va dire. Non, on n'a pas. En fait, on a des frais de gestion en plus qui sont 2 fois moindres que ceux d'une SCPI. Okay. C'est juste que comme nous, on a augmenté la valeur de l'actif qui valait 1 million, il vaut 1 million 100. En fait, pour avoir des rentabilités qui sont égales à celles de la SCPI, il faut qu'on trouve des super actifs et il faut qu'on se démerde 2 fois mieux qu'une SCPI. Mais je veux revenir sur le fait que tu valorises, là, tu me dis, mais si c'était des frais d'agence, en fait, comment dire, la valeur du bien, elle, tu peux pas l'augmenter. La valeur du bien, au moment où tu l'as acheté, c'est la valeur nette des frais d'agence, non ? Net vendeur, on va dire. Comment on appelle ça ? Je suis pas sûr de te suivre, mais en tout cas, nous, le prix de la brique, il est sur la base du capital qui a été investi par les particuliers initialement. Donc, nous, quand on regarde la rentabilité qu'on va être capable de rendre à nos investisseurs, c'est pas en se basant sur la valeur du bien immobilier. On va se baser sur tout le coût de tout le financement du projet au global. Donc ça veut dire prêt du bien immobilier, frais d'agence immobilière, frais de notaire. Est-ce que j'ai une réserve de trésorerie supplémentaire pour subvenir à d'éventuels travaux ? Ça me donne. Je vois. Comme tu l'inclus dans la rentabilité, finalement, elle est rabaissée de ça. Enfin, voilà. Mécaniquement, même si vous annoncez plutôt des bonnes rentabilités, quoi. Même si mon prix de l'immeuble marché, il est de 1 million, mon financement au global, il va être de 1 300 000. Donc, si mes loyers nets, ils sont que de 80 000, ma rentabilité, en tout cas l'argent en pourcentage de rentabilité que je vais redonner à mes investisseurs, c'est mes 80 000 € de loyer net divisé par le coût total de mon opération. Et donc, comme on majore en rajoutant des frais, nous, d'agence immobilière, on majore le coût de l'opération. Si on veut se comparer en termes de rendement à une SCPI, c'est là qu'il faut qu'on soit meilleur parce qu'en fait, nous, on n'est pas venu les mettre en frontal, les frais. On est venu majorer le coût de l'opération. Donc, ce qu'on veut pas, c'est que demain, des gens nous disent, en fait, la SCPI, ça rapporte bien plus que vous, vos rentabilités. Et oui, mais en fait, on parle pas de la même chose. C'est prenez en compte non pas les chiffres qui vous annoncent, mais partez de la base des 1000 € que vous aviez investis, parce qu'en fait, ok, ils sont peut-être à 6% de renta pour les meilleurs SCPI, mais c'est sur la base de 920 € qu'il vous reste à investir. Donc si on le remet sur une échelle 1000 € qui était votre capital initial, en fait, ils sont plus à 6, ils redescendent à 5. Et donc voilà, c'est pour ça que ça nous oblige. Il n'y a pas de frais à l'entrée chez nous, mais en tout cas, ça nous oblige, pour être concurrentiel, à aller chercher des belles opportunités. Du coup, ça, c'était une de mes questions. Toi, en fait, j'imagine que tu n'es pas passé de la santé à l'immobilier comme ça. J'imagine que tu as investi toi-même au départ et qu'ensuite, tu as un peu appliqué ou en tout cas tes connaissances ou tes techniques ou tes stratégies ou ta façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, bien acheter, c'est un métier. Et du coup, je veux bien que tu m'expliques un peu comment vous y prenez. Comment vous faites pour trouver un immeuble rentable ? Quels sont vos critères ? Ou si vous avez des astuces ou même des outils ou des façons de faire qui vous donnent... parce que pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que ça peut intéresser beaucoup de gens qui font de l'investissement en direct. Et je t'ai entendu parler de ça dans une autre interview. Et c'est vrai que Brix, c'est pas un concurrent de l'investissement en direct. C'est-à-dire que c'est de l'investissement en direct rendu disponible à ceux qui ne le feraient pas ou qui ne peuvent pas le faire finalement. Et donc j'aime bien cette idée-là, c'est que ce que vous faites à Brix, c'est ce que pourrait faire aussi
un investisseur en direct s'il avait un peu les mêmes, la même expérience, les mêmes connaissances. Et donc, je veux bien que tu m'expliques un peu comment vous y prenez. Et si tu as 2-3 astuces aussi, ce serait super intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ouais, déjà en préambule, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, moi je pars du principe que la meilleure des martingales dans l'immobilier, c'est l'effet de levier. Donc c'est ta capacité à mettre de l'endettement bancaire. D'ailleurs, c'est le seul, hein, quasi le seul où tu peux faire ça. Où tu peux faire ça. Ouais, exactement. Ce qui est assez fou, c'est que c'est le seul domaine où il y a une banque qui est prête à te prêter 100 000, 200 000, 500 000, et 1 à taux million fixe en d'euros. France, ce qui n'est pas le cas À taux fixe, pour faire une acquisition qui potentiellement va se rembourser toute seule parce que le flux locatif sera suffisamment important pour te payer tes échéances de remboursement. Donc c'est assez magique. Euh, et, et donc c'est pour ça que nous, on s'adresse surtout à une population qui ne peut soit pas emprunter, soit qui a déjà fait quelques opérations et qui est au maximum de sa capacité d'endettement. Mais l'un ne vient pas en concurrence de l'autre, c'est-à-dire qu'investir sur notre plateforme ne doit pas venir en concurrence d'une acquisition. Si j'invite tous ceux qui peuvent aller voir leur banquier pour avoir un crédit immobilier à le faire en priorité, et dans un second temps, ils viendront utiliser notre plateforme. Donc, par rapport à moi, mon expérience et mon recul par rapport aux différentes opérations que j'ai pu faire et par rapport à ce qu'on fait chez Brix, je vois deux choses qui sont intéressantes. Première des choses, c'est que on dit souvent les meilleures opportunités n'arrivent pas sur le bon coin ou n'arrivent pas sur Se Loger, ils sont off market. Ouais, on parle tout le temps de ça, off market. On parle tout le temps avant les autres. Avant les autres. Ça, moi, je trouve que c'est un peu une légende urbaine. Alors forcément, ça, je suis assez d'accord avec toi, mais je vais te laisser continuer, mais je suis assez d'accord. Forcément, t'as des biens qui sont off market, mais c'est pas forcément les meilleures opportunités des fois. Et effectivement, tu as toujours le réseau qui peut y faire beaucoup. Mais l'énergie que tu dois déployer pour te créer un réseau et pour que les mecs t'appellent en priorité avec un bien off-market, je pense, ne justifie pas que tu y passes toute ta journée à faire ça, à essayer de réseauter, parce que en plus les agents immobiliers vont pas forcément penser à toi le jour où il va y avoir l'opportunité qui sort. Vous pourriez pourtant, vous êtes en position de force pour pouvoir faire ça, non? On est en position de force et nous ça nous arrive. Il y a quelques biens immobiliers qui nous ont été envoyés off market et on est d'autant plus en position de force que on achète des biens qui sont autour du million d'euros. Et c'est vrai que sur cette typologie de biens... Avec des bonnes garanties aussi. Avec des bonnes garanties sur cette typologie de biens, il n'y a pas non plus des centaines d'investisseurs qui peuvent se positionner. Donc forcément, les agents immobiliers pensent à nous. Mais je m'adresse au Cédric d'il y a quelques années qui n'avait pas la possibilité d'acheter des biens à 1 million d'euros et qui, j'allais, tu vois, plutôt chercher des appartements aux alentours de 100-150 000 euros. Là, tout le monde cherche à ces affaires-là. Et donc, elles partent très vite. Et donc, elles partent très vite. Et moi, mon postulat, c'est de dire, elles vont arriver à un moment donné sur le bon coin. Elles vont partir très vite. Donc, soit quand on les voit déjà sur un prix décoté, il faut être capable de se positionner très très rapidement et d'être le premier à aller visiter. Donc si je vois une bonne affaire, ben, il faut pas y réfléchir toute la journée, de se dire attends, est-ce que j'appelle pas. C'est tu dois appeler. Et tu vois, on avait un immeuble à Montpellier que je trouvais particulièrement décoté. On a un commercial qui vient me voir là chez nous et qui me dit ah Cédric, regarde, je suis tombé sur une affaire. Et je lui dis mais en fait à ce prix-là, c'est sûr que ça va se vendre dans la journée. Donc le mec il va se faire harceler d'appels téléphoniques. En fait, s'il reçoit 30 appels téléphoniques dans la journée, c'est comme s'il en recevait 0 parce qu'il sait plus à qui répondre. Il va juste en prendre un de manière aléatoire. Il va faire une visite, on va lui faire une proposition et ça y est, ça sera plié. Donc je lui ai dit, tu appelles 10 fois d'affilée jusqu'à ce que le mec y réponde. Et tant qu'il répond pas, tu continues d'appeler. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on l'a harcelé de coups de téléphone et on a appelé 10 fois et au bout de 10 fois, en fait, il en avait tellement marre de voir le même numéro qui s'affichait qu'il a décroché et il a dit quoi, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on vous appelle pour l'annonce, on peut venir visiter là aujourd'hui. Et bon, bah oui, venez. Et finalement, on a été les premiers à visiter le bien immobilier. Donc des fois, il faut vraiment harceler les personnes pour leur faire comprendre que on veut être le premier à visiter. Ça, c'est le premier point.
Et moi, à titre personnel, la technique que j'avais également, c'était de me dire, euh, en fait, il faut pas hésiter à visiter beaucoup de biens immobiliers. C'est-à-dire que euh, il y a plein de biens immobiliers. Je pense à 2 deals que j'ai faits. Ils étaient sur le bon coin depuis un moment. J'ai fait des visites. J'ai négocié particulièrement bas. Et des fois, tu sais pas pourquoi, sur un malentendu, ça passe. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que le bien immobilier est à 150 000 euros que c'est son prix de revente et faut pas se dire, ah ben, j'ai que 15 000 euros de capacité de négo et je pourrais pas aller plus bas. J'ai déjà visité des appartements à 150 000 euros à titre perso que j'ai réussi à négocier aux alentours des 110 000 euros. Et à 150 000, c'était pas une bonne occasion, mais à 110 000, c'était super intéressant. Donc, pas hésiter non plus à multiplier, à jeter un peu des bouteilles à la mer. Dans le budget aussi, souvent on se dit, ah ben bon, j'ai un budget de 150 et puis on commence à chercher des trucs à 150. Mais en fait, on peut toucher des trucs à 200 ou plus, puisque finalement, il y a une marge de... Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, moi, je suis Surtout en ce persuadé moment, que la marge ouais. de négociation, elle est énorme, parce que c'est en train de s'inverser. Ouais. Et même si les prix n'ont pas forcément énormément baissé, les gens oublient qu'il y a une phase de rapport de force qui change. Et donc, c'est en ce moment, justement, qu'avec un budget de 200, ou de 150, on peut aller chercher des trucs à 200, ou enfin, voilà quoi. Et après, ce que j'ai fait, alors ça marche pas souvent, mais quand ça marche, c'est sympa. J'ai fait 2 opérations comme ça. Euh, c'est aller sur des opérations que je pense intrinsèquement chères aujourd'hui. Par exemple, j'ai acheté une maison en centre-ville de Montpellier, euh, que je trouvais chère quand je l'ai visitée. Le mec en voulait 600 000 euros. Je pensais que ça en valait plutôt 500. Mais je me disais, ok, c'est quand même un bien qui a du caractère. Et 600 000 euros aujourd'hui, je pense que c'est un bien qui pourra en valoir 1 million d'euros dans 10 ans. On fait la visite, je me rends compte que le mec, il est médecin, il va prendre sa retraite, il n'a pas du tout besoin d'argent. Et, et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est vous verser une petite somme d'argent, tu vois, qui vous sécurise sur le fait que vous allez déjà avoir un peu de cash maintenant, et on va lisser le reste de la somme sur une vente à terme sur les 15 prochaines années. Et en fait, c'est passé parce que je lui ai dit, en échange de ça, il y aura 0 négociation. Donc, le mec, il s'est retrouvé à vendre sa maison sans négociation de prix. Au prix, du coup, ouais, dans ce cas-là. Au prix, ouais, bah dans ce cas-là, tu cherches pas à négocier. En fait, parce que lui, ça lui permet de revendre, ça lui permet d'avoir des échéances qui sont garanties pour lui, ça lui permet d'avoir quand même un bouquet initial qui lui permet d'arrondir sa retraite. Et moi, je m'en fous parce que en fait, le marché de l'immobilier dans les grandes villes monte tellement rapidement que là, j'ai des locataires à l'intérieur qui payent quasiment l'intégralité de la rente que je lui reverse tous les mois. Et ça me permet de me passer de la banque et de faire une acquisition supplémentaire intégralement financée par le vendeur. Alors, je t'ai entendu expliquer ça, j'en ai entendu parler, mais pourquoi le vendeur accepterait? Juste parce que tu l'achètes au prix? Il se dit pas, bon, bah, je suis en centre-ville d'une grande ville, alors là c'est Montpellier, où je trouverai sûrement un acheteur à ce prix-là, c'est une maison, c'est en centre-ville, en attendant un peu, comme il n'est pas pressé. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas plus confiance au prêt garanti par une banque plutôt qu'à toi qui le rembourse, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et d'attendre finalement un acheteur classique. Ouais, bah typiquement, tu vois, il aurait pu se dire, j'attends un acheteur classique et je revends, même si je perds 50 000 euros parce qu'il va y avoir une négociation. Euh, En fait, il y a quelque chose d'irrationnel et si tu vas sur Coste Viager, par exemple, et que tu tapes Viager libre, il y en a des dizaines des annonces comme ça. Pourquoi les gens font ça? Ils font ça pour 2 raisons. Premièrement, parce que souvent, ils ont plus besoin d'argent. Donc, ça leur fait plaisir d'encourager un jeune à la C'est marrant propriété. ça. Oui, parce qu'au Donc, final, ils touchent pas d'intérêt sur l'étalement en fait. si, sur l'étalement, c'est quand même indexé sur l'inflation. Ah, ok, ok. Donc, il s'y Oui, parce que retrouve. sinon, ils perdraient de l'argent. Ouais. Sinon, ils perdraient de l'argent. Et tu vois, j'ai fait une deuxième opération comme ça, et l'idée, c'est pareil, c'est un couple âgé. L'idée, c'est de se dire, en fait, plutôt que d'avoir une grosse somme d'argent
qu'on va pas forcément très bien utiliser, ça permet de garantir que j'ai un complément de retraite ou un complément de revenu qui tombe tous les mois. C'est marrant ça. En fait, c'est un viager sans que la personne reste dedans. Ouais, C'est-à-dire avec la possibilité de mettre ton locataire, finalement. ouais, C'est magique, mais quoi. ouais, mais c'est magique, c'est peu connu, c'est peu connu parce qu'en fait c'est le vendeur qui joue le rôle de la banque. Mais je te dis, tu tapes, Et du coup, c'est de la négo. C'est-à-dire, tu dis, c'est vraiment de la négo. le premier paiement, je vais vous donner un peu plus, ou plus ou C'est moins en fonction de ce qu'il veut, et puis Alors après, total, quoi. il y a des abacs Ouais. qui te permettent. Ah oui, c'est quand même réglementé, ouais. Ouais. Non, non, c'est pas réglementé, c'est juste ça te permet d'avoir des règles de calcul et ça facilite la négociation. Donc tu as quelques abacs qui sont notamment utilisés par les notaires, mais qui sont pas du tout réglementaires. C'est après tu fais que ce que tu veux, c'est que de la négo. Et effectivement, alors le viager libre, c'est que tu vas bénéficier du bien immobilier pour y habiter ou pour le mettre en location, et tu vas payer des échéances tous les mois jusqu'à la mort du propriétaire, en tout cas de la personne qui t'a vendu, parce que toi tu deviens le nouveau propriétaire. Et donc là, c'est toujours le même principe que le viager, c'est s'il meurt 6 mois plus tard, c'est une super opportunité pour toi, s'il meurt 20 ans plus tard, donc c'est à lisser. Et t'as le pendant qui s'appelle la vente à terme libre. Tu as la vente à terme occupée ou la vente à terme libre. Là, on définit une période pendant laquelle tu vas payer des mensualités. Donc moi, en l'occurrence, c'était 15 ans, mais ça peut être 5, ça peut être 20, ça peut être 25. Et par contre, ces 15 ans, ils sont déterminés. Donc c'est-à-dire que si la personne meurt avant, tu vas continuer de payer et de verser cet argent-là, ces mensualités à ses héritiers. Et t'as pas le droit de faire de crédit là-dessus? Non, la banque te prête pas là-dessus, non. Ouais, voilà. Parce que Non, sinon, tu pourrais essayer de faire une La marge entre les deux. Non, la banque te prête pas là-dessus pour une simple et bonne raison, c'est que pour sécuriser celui qui te vend avec une vente à terme, t'as une hypothèque à son profit, ce qui fait que si tu ne rembourses plus certaines échéances, au bout de 3 échéances par exemple, il va avoir la possibilité de récupérer intégralement Oui, il a des garanties quand même. le bien immobilier. Et Ok. comme il a une hypothèque de premier rang, la banque ne va pas prêter de l'argent parce qu'elle pourra pas se En fait, c'est mettre lui le en prêteur. second rang. Ouais, c'est lui le Ouais, prêteur, quoi. Ouais, ok. exactement. Ok. Mais c'est intéressant, ça. Ça doit être très très peu connu et très très peu pratiqué, mais C'est j'irai c'est- voir. c'est peu connu, c'est peu pratiqué. Euh, c'est intéressant parce que quand tu es au max de ta capacité d'endettement, ça te permet de différer le rôle de la banque sur ton vendeur. Après, effectivement, c'est assez rare parce qu'il y a très peu de vendeurs qui sont enclins à le faire. Et je te dis, c'est souvent des personnes âgées qui, euh, qui n'ont pas forcément besoin d'argent, qui revendent parce qu'elles veulent juste sortir de cette charge mentale liée à la gestion d'un bien immobilier. Et continuer à toucher comme un revenu Et tranquillement. ça les sécurise parce que ça permet d'avoir un échelonnement du montant avec des rentes plutôt que d'avoir une grosse somme d'argent qui risque de les stresser parce ou de se faire que avoir voilà. avec sur les placements. Ouais, exact. Ouais, je comprends bien. Ça ressemble au viager, finalement. C'est assez proche. Ok. Et ma question, c'était sur les investissements que vous faites. Comment... je sais pas, quel est le type d'immeuble qui va t'intéresser, toi? Comment tu t'arrêtes à un immeuble, en fait? Et tu te dis, celui-là, ça peut être le bon. Parce que vous faites des travaux, vous rénovez ou tu préfères des choses où il n'y a pas grand-chose à faire, où il y a juste à le relouer, vous faites des gros travaux à chaque fois. Est-ce que tu as une stratégie Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de stratégie arrêtée et on a fait un peu toute typologie d'actifs. Ouais. Donc, on en a fait certains, par exemple, on a fait du co-living en centre à la Pardieu à Lyon où on a intégralement rénové pour transformer en co-living et on a loué à un acteur du co-living avec un bail commercial. On est en train de finir un immeuble plein centre-ville de Toulouse qu'on a intégralement refait, qu'on a acheté pas cher au prix au mètre carré. Et là, on se pose la question de le revendre intégralement ou de le mettre en location sur du long terme. La problématique de le mettre sur du long terme, c'est que la rentabilité va être pourrie vu qu'il est intégralement refait. Donc, on va être sur 3,5% de rendement à l'année. On se dit, en fait, c'est plutôt un projet marchand de biens. On a plutôt intérêt à le revendre, à encaisser nos gains et à reverser l'argent directement aux investisseurs.
Et de l'autre côté, on a fait d'autres projets qui étaient purement des projets de rendement locatif, où là, on est allé dans des zones, des villes un peu secondaires, et où on a des rendements qui sont de l'ordre de 7 à 9% en fonction de l'immeuble. Donc on a un peu fait tout type. La difficulté, de toute manière, c'est toujours la même, hein, c'est lié à l'immobilier résidentiel. C'est plus tu as du rendement élevé, patrimonial, plus t'as de risques avec les locataires parce que tu es souvent dans des zones un peu plus tendues avec et moins de potentiel de plus-value. Moins de potentiel de plus-value, moins de pouvoir d'achat et donc des locataires un peu plus compliqués à gérer. Donc c'est la raison vraiment pour laquelle là, tu vois, on est en train de se dire il faut qu'on arrête de faire du résidentiel sur la France parce que c'est compliqué à gérer le résidentiel. Surtout sur des projets de cet ordre-là, entre 500 000 et 1 million d'euros, parce que il y a une mise en route, une mise en exploitation de l'immeuble qui peut être un peu longue au début. Quand tu achètes un mur de Carrefour Market, tu dis, bah, ton Carrefour Market, il va pas bouger. J'ai 6 ans pendant lesquels je suis tranquille, des fois 10 ans, tu vois, on a des bails fermes de 10 ans, où ton loyer, il est réindexé, où l'intégralité de tes frais vont être répercutés aussi aux locataires. Ce qui est bien sur du commercial, c'est que tes frais d'assurance, ta taxe foncière, tes frais de gestionnaire, donc même les frais d'agence immobilière, tout est refacturé au locataire. Donc en fait, quand tu achètes, tu as une renta qui est triple net, quoi. Alors ça marche bien quand le seul risque c'est quand tu as pour les bureaux, c'est un peu plus compliqué surtout dans la période actuelle. Mais c'est vrai que les commerces c'est une autre question, puis surtout des commerces fiables évidemment comme Carrefour Market, ça c'est plus simple que le gars qui se lance avec son petit commerce où ça peut ne pas marcher au bout de 2 ans. Et après tu as les bureaux, c'est un peu plus complexe quand même parce que c'est vrai que là on le voit, hein, même quand toi tu as une start-up, pareil, quand on monte sa boîte, on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, avec le télétravail. Même si les bureaux n'ont pas disparu, ça a quand même complexifié les choses. Il y a plus de turnover sur des bureaux et des boîtes, surtout dans le contexte actuel, des boîtes qui ne peuvent plus payer leur loyer aussi. Donc en fait, c'est vrai que sur les bureaux, c'est plus complexe quand même que sur les commerces. Ouais, bah, je pense qu'on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire l'emplacement. Les bureaux, bah, si tu es plein centre de Paris, tu n'auras aucun problème pour continuer à louer tes bureaux. Si effectivement tu es sur des bureaux un peu en périphérie, là ça peut devenir plus complexe parce que les gens vont se poser la question de continuer à louer. Nous, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas fait de bureau, on a fait résidentiel, commercial et petite activité. Mais les bureaux, on n'a pas voulu y aller, notamment également parce que tu as le décret tertiaire qui arrive prochainement sur tout ce qui est immobilier de tertiaire de bureaux et qui va te demander également une grosse rénovation énergétique sur les bureaux qui peut potentiellement gréver la rentabilité. Mais ah oui, ça c'est du coup tu me fais rebondir sur une question. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de la rénovation énergétique, du fait qu'on peut plus louer, donc il y a des biens qui vont être mis en vente ou qui sont en train d'être mis en vente parce qu'ils sont classés F ou G, ils pourront plus être loués dans pas longtemps, et puis pourront plus être loués, et puis ainsi de suite. Et que c'est très compliqué de rénover, et c'est très compliqué de rénover en étant garanti qu'on va gagner en plus une lettre de. Du coup, vous avez fait des opérations comme ça, vous l'avez vu aujourd'hui, parce que toi, comme tu connais bien le marché. Est-ce que vous en voyez de plus en plus? Est-ce que c'est simple de les. Surtout dans les grandes villes, je me suis toujours dit, c'est compliqué. À Bordeaux, par exemple, c'est très compliqué quand on achète dans le centre de ville de Bordeaux. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour augmenter une lettre. L'isolation extérieure, c'est pas possible, c'est protégé. On peut rien mettre sur la pierre. On peut, oui, changer la chaudière, on peut faire des choses, mais ça va pas. C'est compliqué, quoi. Il y a des endroits où c'est compliqué, les DPE et la performance énergétique. Du coup, qu'est-ce que vous en voyez, vous? Est-ce que des choses comme ça? Est-ce que c'est simple à rénover ou à remettre en conformité? Alors, nous, on s'est positionné sur plusieurs actifs où on savait qu'on achetait de manière décotée parce que justement, on avait une mauvaise performance énergétique. C'est quoi la décote à peu près, enfin, un ordre de grandeur? Tu vois, on a acheté à Vincennes, à côté de Paris, on a eu à peu près 10% de décote par rapport au prix marché. Ok. Vincennes, c'est bien en plus. Ouais. La décote, grosso modo, correspond à ton coût de la rénovation énergétique. Donc, t'acceptes de payer le coût de la rénovation et ça va être ta décote, ce qui te permet également de te dire que tu repars sur un actif
sur un actif qui est remis à neuf. Et du coup, tu y intègres un peu. Avant, on disait on rénove. Là, tu as en plus le côté. Il y a des choses qui sont un peu combinées. Je veux dire, quand tu refais les murs ou que tu Là, doubles, tu le fais pour les exactement, deux, quoi. tu le fais pour Voilà, les deux. donc, Tu tu fais pas changes, juste pour le DPE. tu changes ton vitrage, tu mets du double vitrage. Bon ben Ouais. t'as le T'allais DPE, mais changer les fenêtres. Voilà, t'allais changer les fenêtres de toute façon. t'allais changer les Donc, fenêtres. voilà. C'est un confort aussi pour le locataire, Ouais, bien sonore. sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas que la partie énergétique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que nous on a accepté ce genre de deal. Et donc ce qui se passe, c'est que sur la budgétisation de l'opération, quand on la présente au financement sur notre plateforme, on va déjà intégrer un coût travaux qui a été calculé, nous permettant de transformer la lettre G ou la lettre F pour revenir vers des lettres qui en tout cas te permettent de continuer ta mise en location. Après on n'est pas pressé de le faire parce que tu vois, à Vincennes on a des locataires dans tous les appartements. Tant qu'on n'a pas d'interdiction de louer, oui, d'ailleurs, ça s'applique pas à ceux qui. Il faudra que le contrat se rechange. il faut que le contrat. Ouais. Exactement. On va attendre d'arriver à fin de contrat pour faire la rénovation énergétique parce que tu sais que tu en as pour quelques mois pour transformer intégralement ton appartement avant de remettre un locataire. Donc, en plus, moi, j'ajouterais un truc, c'est que je pense que la loi, elle va être adaptée parce que la réalité est un peu plus complexe que ce qu'ils avaient forcément imaginé au début. Et du coup, on voit très bien le truc un peu changer avec des exceptions, tu sais, comme d'habitude. Non, mais je pense qu'il va y avoir des exceptions. Tu vas voir qu'on va arriver je crois que c'est 2024 ou 2025, là, normalement, la mise en place les premières interdictions. Les premières interdictions. Tu vas voir que, comme d'habitude, on va arriver à 2024 ou 2025 et ils vont te dire non, mais on vous laisse 2 ans de plus. Tout aura changé. Ouais. Ça me rappelle l'encadrement des loyers, tu sais, avec le truc a été enlevé, remis 10 fois de suite, je crois, en 2-3 ans, et on n'y comprend toujours rien, et avec des majorations, des exceptions, des trucs dans tous les sens. Donc, voilà. Non, mais je pense que foncièrement, ça va dans le bon sens. En tout cas, de toute manière, tu es toujours obligé de partir sur des délais. Ça fait bouger beaucoup de personnes parce que en fait, le marché va vraiment prendre conscience de l'importance de la rénovation énergétique. Donc, tu pourras pas faire n'importe quoi, tu pourras pas louer n'importe quoi, même si ça prend 2 ans de plus avant vraiment d'arriver en pleine exploitation cette mesure. Les bailleurs sont en train de réfléchir à comment moderniser tout leur parc immobilier, donc c'est plutôt favorable. Ok. Plusieurs choses pour finir, je voulais te voir avec toi. Donc déjà juste un point, parce que c'est vrai que nous on parle beaucoup et les gens qui veulent investir en direct, on sait très bien que la plupart vont sur des fiscalités en meublé parce que c'est intéressant, parce que ça permet de ne pas payer d'impôts. Je ne vais pas y revenir ici, mais en gros on ne paye pas d'impôts pendant quelques années. C'est vrai que là, pour aller un peu à l'encontre de ton... comme c'est pas opposé, donc il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'évidemment, quand on investit en direct, on a moyen de même pas payer de nouvel impôt. Ce qui va évidemment être compliqué à faire avec un placement comme Brix ou un placement en direct location nue ou d'autres types. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un avantage quand tu investis en direct. Voilà, il y a quand même des... mais bien sûr, il faut pouvoir emprunter, on est d'accord. C'est pas pour tout le monde, etc. etc. Mais voilà, je voulais le préciser parce que ça m'est revenu quand tu as parlé de fiscalité tout à l'heure sur votre système. Alors, c'est pas complètement vrai ce que tu dis. Je vais le nuancer. Quand tu investis en direct, ta problématique, c'est que tu investis souvent à crédit et donc tu te retrouves à rembourser ton emprunt tous les mois. Et pour rembourser ton emprunt, tu vas te servir de tes loyers. Et donc, ce qui fait que l'intégralité de tes revenus, les loyers, en général, couvrent tout juste tes remboursements d'emprunt ou à peine plus, ce qui fait que tu ne t'enrichis pas sur le moment. Donc, tu n'as pas une rentrée d'argent liée au loyer parce que ces loyers viennent compenser tes remboursements d'emprunt. Et donc, si on t'appliquait à ce moment-là de la fiscalité en plus sur les loyers que tu collectes, ça te ferait mal parce que d'un, tu ne touches pas d'argent lié au loyer
vu qu'ils servent à rembourser un emprunt. Et en plus, tu devrais payer une fiscalité sur cet argent des loyers que tu ne vois pas passer pour le moment. Alors, et petite différence, c'est que toi, tu parles du cas où tu es effectivement déficitaire, mais en fait, sur le meublé, tu as aussi le côté amortissement qui fait que même si tu es bénéficiaire et que tu as un cash flow finalement positif, bon, même si c'est plus difficile à faire, on est d'accord, mais quand tu as un cash flow positif, tu restes quand même non imposable pendant un certain temps grâce à l'amortissement. C'est vraiment très spécifique au meublé. Mais, Ouais, mais en fait, le meublé, c'est tu recrées la même dynamique que si tu avais investi avec une société, qui te permet c'est ça, d'amortir le bien d'amortir le bien en lui-même. Mais même si tu es un peu positif, l'idée reste la même. L'idée est de dire, en fait, je vais vraiment gagner de l'argent lorsque je vais revendre mon bien immobilier dans quelques bien années. sûr. Et puis Parce tu que, capitalises. parce que j'aurais capitalisé, j'aurais déjà remboursé une partie de mon emprunt. Et donc, comment je fais pour décaler ma fiscalité? Pour pas avoir une fiscalité maintenant à payer des impôts sur des loyers que je vois pas passer, mais pour avoir une fiscalité qui va également se déporter à la fin lorsque je revendrai mon bien immobilier. Alors le LMNP, c'est un peu une niche fiscale. Oui, parce que tu reportes pas les amortissements. Parce que tu reportes pas les amortissements à la fin. C'est un ovni, c'est pas normal. C'est pas normal fiscalement parce que c'est le seul truc. C'est pas logique. C'est le seul truc qui te permet de ne pas avoir de fiscalité tout de suite, mais de pas la reporter à la fin non plus. Donc ça, c'est vraiment. Je pense que c'est une aberration qui n'a pas été corrigée depuis toujours. Voilà. Ouais, c'est une aberration qui ne bouge pas parce que c'est quand même limité en termes de valeur, dans le sens où ça doit pas dépasser les 23 000 euros de... Bien sûr, après tu passes en LMP et là... Tu passes en LMP et donc là, ça devient plus compliqué. Et donc c'est pour ça que bon, l'État ne légifère pas là-dessus parce que ça reste à titre individuel marginal. Oui, en tout cas, ça aide un peu l'investissement. Voilà, il faut pas non plus tout couper, quoi, parce que sinon après... Mais en tout cas, même si tu investis en société ou via d'autres mécanismes, parce que tu as aussi du déficit foncier qui te permet de reporter ta fiscalité à plus tard quand tu investis en propre et que tu fais des travaux. L'idée, c'est toujours de dire comment je fais pour décaler ma fiscalité dans le temps, dans la mesure où aujourd'hui, mes loyers ne me permettent pas d'avoir une rentrée d'argent tout de suite. Donc si en plus j'ai pas la rentrée d'argent mais que j'ai de la fiscalité, c'est un peu la double peine. Et nous, tu as une fiscalité qui est effectivement immédiate, mais tu as une rentrée d'argent qui est immédiate. Donc si tu as 5% ou 10% de rentrée d'argent tout de suite, bon ben tu vas avoir 30% dessus, mais tu es quand même positif sur l'argent que tu vas voir arriver sur ton compte en banque. Et d'ailleurs, je crois que tu peux même ne pas la payer puisque tu peux la réinvestir finalement sur votre marché. Et voilà, et si tu réinvestis sur le marché, en plus tu la déportes dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent de l'immobilier. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, cet argent que tu collectes n'a pas vocation à partir pour payer un emprunt, vu que tu ne peux pas acheter avec un emprunt. En fait, tu as inventé un concept qui est finalement de l'immobilier boursifié, quoi, on va dire. C'est un peu ça. Donc c'est liquide, tu as dividende plus-value et tu as marché pour le revendre, mais là, du coup, marché privé à bourse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment financiariser l'immobilier. Et ça existait déjà, tu vois, il y a quelques sociétés qu'on appelle des SIIC, SIIC, qui sont des sociétés d'investissement immobilier cotées. Donc c'est des grosses foncières, donc des grosses sociétés cotées en bourse qui collectent de l'argent en bourse et qui vont acheter des immeubles. On en revient toujours au même principe que la SCPI, donc un gros panier qui va te permettre de diversifier. Mais les gens, ça les fait kiffer de se dire qu'ils ont une certaine dynamique intellectuelle chez nous, parce que c'est eux qui vont faire leur propre picking, qui vont choisir les biens dans lesquels ils veulent investir, ce que tu retrouves pas quand tu investis dans l'immobilier en bourse. Le côté intrinsèque de l'immobilier, et c'est pour ça que les gens adorent ça en France et partout d'ailleurs, c'est que c'est cette espèce physique, c'est un truc qui t'appartient, tu peux le toucher, tu peux le voir. Voilà, quoi. C'est vrai que finalement, vous êtes un hybride entre les deux, où vous donnez quand même accès au bien, enfin en tout cas à le connaître, même aller le voir, j'imagine, et ensuite, mais quand même le financiariser, quoi. Donc c'est super intéressant. Après, comme j'ai entendu quand même que vous avez eu pas mal de critiques sur le rendement, etc. Moi, après, de mon point de vue personnel, de ce que j'en vois, c'est que ça reste un rendement bien meilleur que beaucoup de placements aujourd'hui.
Donc, certes, on n'a pas forcément 10% quand on investit chez vous, c'est pas grave, ou 15, ou je sais pas quoi. Mais même d'avoir 5 ou 4, on est quand même... Alors, à part les CPI qui, des fois, arrivent à ces niveaux-là, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui donne ça de façon, on va dire, régulière. Après, il y a la bourse, mais la bourse est très, très volatile. De façon un peu plus stable, quoi, on va dire. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui donne ce genre de rendement. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais, la moyenne chez nous sur le rendement, donc sur les dividendes qu'on a reversés, elle est de 4,5% à l'année. Et par contre, la part a pris 7% en moyenne à l'année. Sur la plus-value après, ouais. Sur la plus-value. Donc tu arrives à 11,5. La problématique de la population auprès de qui on s'adresse, en fait, quand tu dis investissez dans l'immobilier à partir de 10 euros, tu te retrouves avec beaucoup de personnes qui mettent des petits montants et qui se disent, mais en fait, moi, je m'en fous de gagner 10% à l'année parce que 10% de 200 euros, ça me fait que 20 euros, je vais pas devenir riche. Et donc, on est allé s'adresser à une population qui avait l'habitude d'investir sur des crypto-monnaies, où les crypto-monnaies, c'était un peu de la loterie, tu vois, c'est qu'elles pouvaient... La loterie, même aujourd'hui. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui. Les crypto-monnaies pouvaient faire x5 dans la journée. Et donc, en fait, quand t'as mis 200 euros, t'es content de faire x5, ça te fait 1000 euros. Et c'est pas la réalité, ça. Et nous, on leur explique que, en fait, c'est un investissement long terme qui vont se constituer un patrimoine sur de la durée. Mais certains nous disent, mais en fait, c'est pourri. Et on leur explique, mais en fait, tu compares pas ça à la crypto, quoi. Tu peux pas comparer à la crypto. T'es sur un sous-jacent immobilier. C'est ultra stable. Nous, c'est pas FTX. Tu risques pas de perdre ton argent. Et donc, c'est en ça qu'on a un vrai travail de pédagogie à faire pour... Ouais, c'est de la pédagogie financière, d'intérêt cumulé, de placement. Et leur dire, écoute, si tu as envie de prendre des risques, peut-être et 20% qui soient dédiés aux crypto, 20% qui soient dédiés à Brics, 20% qui soient dédiés bien sûr. Et constituant un portefeuille diversifié. Ouais. Oui, ça vaut pour n'importe quel placement. Voilà. Mais par contre, du coup, tu me fais penser à une chose, c'est quel est le risque aujourd'hui? Brics demain disparaît, n'arrive plus à payer ses salaires. Je dis n'importe quoi, je vous le souhaite pas du tout évidemment. Mais si ça arrivait, et je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là, si j'ai mis 1000 euros, qu'est-ce qui se passe pour ces 1000 euros? Alors, nous, on a un agrément auprès de la Banque de France, donc de la CPR, et donc on est en plus en train de demander un agrément là auprès de l'autorité des marchés financiers. Ces deux entités nous ont demandé d'avoir une procédure qu'on appelle de gestion extinctive. Donc, qu'est-ce qui se passerait si la société mère venait à faire faillite? Au niveau de la start-up, on a tous les employés, tous les coûts marketing, et donc c'est vraiment la société mère qui pourrait venir à faire faillite. Et donc c'est la raison pour laquelle tous les immeubles qu'on a achetés, on les a mis dans des sociétés filles, donc dans des filiales, qui n'ont aucune charge, si ce n'est les charges courantes liées aux immeubles. À la gestion, à la gestion. Donc ce qui viendrait à se passer si on devait faire faillite au niveau de la société principale, c'est que la gestion extinctive va nous pousser à revendre tous les immeubles. Et d'ailleurs, c'est pas nous. On paye un prestataire externe qui va prendre le relais, qui va s'occuper de la gestion extinctive, qui va revendre tous les immeubles. Au niveau du contrat qu'on a passé avec les investisseurs, il est clairement indiqué que c'est la banque qui est remboursée du prêt immobilier en priorité. Et ensuite, c'est les investisseurs qui ont investi dans l'immeuble qui récupèrent leur argent. Sachant qu'il y a la moitié, au début, la moitié en crédit. Pas à 100% finalement. Donc le principal risque pour un investisseur, c'est pas tant le risque de défaut de la société mère, ce sont des risques qui sont les mêmes que ceux liés à l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on est obligé de revendre un immeuble un peu rapidement parce que la société mère a fait faillite, mais que le marché immobilier a perdu 20% parce que la période est pas bonne, dans ce cas-là, tous ceux qui ont investi perdent 20% de leur capital. Et ça, c'est des risques inhérents à l'immobilier et aux fluctuations de l'immobilier en général. Donc là, c'est la raison pour laquelle maintenant, nous, on n'a pas prévu là en ce moment dans le contexte de faire des reventes d'actifs de manière bradée. Et la chance qu'on a aussi, c'est d'être sur un modèle plutôt d'investissement long
qui va nous permettre de ne pas avoir à arbitrer, à revendre des biens immobiliers dans des moments qui sont pas propices. Ouais, surtout qu'en ce moment, c'est plutôt propice à l'inflation, donc à des loyers qui augmentent, donc à la rentabilité, le rendement qui augmente finalement, un peu naturellement, quoi. Là, c'est plutôt propice à l'achat, c'est-à-dire que Oui, à l'achat aussi, évidemment. là, tu vas avoir des bonnes opportunités parce qu'il va y avoir moins de demandes. Donc, tous ceux qui veulent vendre vont vendre sur des prix un peu décotés. Mais par contre, si tu as déjà un actif que tu as acheté il y a pas longtemps, il faut pas vendre maintenant, quoi. Ouais. Ok, écoute, très intéressant. Je crois que ça fait déjà plus d'1 heure. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est une dernière question que je vais te poser, qui est, que je pose un peu à tout le monde. Quel a été ton plus gros, je sais pas, ta plus grosse prise de risque, ton plus gros plongeon dans la vie, tu vois, là où tu as eu le plus peur, où tu as un peu plus sauté dans le vide, tu vois, où tu as eu le plus de... Voilà. Est-ce que tu as un exemple? Ouais, ma vie est faite de prises de risques. J'ai l'impression, donc à mon avis, il faut que tu pioches dedans. Non, alors, j'ai fait j'ai pris des risques sur des acquisitions où je me rappelle une fois pour essayer d'accélérer mes acquisitions, j'ai essayé de faire passer 3 dossiers en même temps de financement bancaire auprès de 3 banques différentes. Ouais, ça c'est chaud ça. Et en fait, j'ai fait 2 crédits pour financer les frais de notaire. J'ai fait 2 crédits conso de 50 000 euros auprès de 2 établissements de crédit conso en parallèle. Heureusement, je suis multi-bancarisé, donc tu vois, j'ai essayé de faire en sorte que ça se voit pas. Ah, mais il faut faire gaffe parce que t'as Crédit Logement quand même qui intervient quasiment sur tous les crédits. Là, c'est passé, mais je me retrouvais à rembourser 1500 euros par mois de crédit conso, en plus de mes remboursements d'échéance sur les acquisitions que j'avais faites, parce que ça, c'est 100 000 euros, c'était uniquement pour payer les frais de notaire. Et donc, ça m'a permis vraiment de faire un gap très rapidement en termes de valeur patrimoniale, mais je me suis... À un moment donné, j'ai pris trop de risques financiers. C'est que j'avais pas suffisamment de salaire pour pouvoir me dire que plus j'avais un enfant qui arrivait. Là j'étais vraiment tu vois, si je devais être à 90% de taux d'endettement, quoi. Donc t'as quand même réussi à faire passer le truc en faisant du crédit conso qui est bien sûr ultra risqué. Enfin, et voilà quoi. Ouais. Ah ouais, non mais je me rappelle très bien, j'ai appelé Cofidis et United Credit. Ils ont rien regardé. Non mais c'est les crédits conso, c'est les crédits. Quoi. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Ils te donnent ton crédit conso en claquant des doigts. Et j'ai mis ça sur un compte LCL que personne ne connaissait. J'avais zéro visibilité. Que j'ai rapatrié en disant que j'avais du cash. Vraiment, ça s'est très très bien goupillé parce que j'ai réussi à faire ces 3 acquisitions au même moment et concomitamment avec les 3 banques. Mais c'était sur le remboursement. Après, j'ai eu 5 ans où au début c'était un peu chaud. Ouais. Ok, intéressant. Donc je le conseille pas forcément. Ouais, non, mais évidemment, on conseille pas. Hein, c'est vraiment pas un conseil, mais ça a été une prise de risque que d'ailleurs je reprendrai plus là aujourd'hui. Et après c'était 3 opportunités très intéressantes. Je voulais pas passer à côté. Et en plus je me suis pas trompé. Elles ont vraiment pris de la valeur, tu vois. Mais aujourd'hui je suis content de l'avoir fait, mais j'ai eu quelques surfroids. Ok, très intéressant. Écoute, je crois que j'ai fait le tour. Cédric, écoute, merci. C'est hyper intéressant. On pourrait débattre de certains sujets encore plus que ça. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton temps. Ouais, merci à toi, Bassel. Et à bientôt. Merci. À très vite. Salut. Salut.